vous parler du patrimoine, nous avons décidé de nous plonger dans le nôtre, nos archives images. Et vous allez le voir, nous avons glané quelques perles pas vraiment pour les cochons, enfin façon de parler. Celle-ci date de 1965 et elle nous permet de comprendre que la gestion du patrimoine, ça ne va pas toujours de soi. Monsieur, vous avez acheté un château château de 17e, je crois. Oui, c'est juste. Qu'est-ce que vous en faites de ce château? Je l'ai transformé pour en faire l'engraissement du porc. Une porcherie? Une porcherie, oui. Et ça ne vous gêne pas d'avoir ce joli château transformé en porcherie? Non, parce que je ne vois pas quoi en faire autrement. Donc vous ne l'avez pas acheté pour l'habiter ou pour le mettre en valeur? Non, aucunement. Notre patrimoine n'a pas spécialement été mis en valeur dans le passé. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. 60 ans plus tard, retour à Roisin. Vous n'avez rien remarqué? Eh bien oui, le château a été rasé. Le propriétaire, fils de l'éleveur de cochons, nous en parle. Auparavant, il y avait autre chose. Oui, qui couvrait le tout en forme de U. La cour était ici et tout le reste, c'était bâti. Ça a disparu. Il reste un morceau de mur. Des caves du château. Et pour cause, le château était infesté de mérules après des années d'inoccupation. Aujourd'hui, seule la tourelle et ses dépendances subsistent. Plus de porcherie, mais en restaurant, car le fils l'a bien compris, lui, les vieilles pierres attirent le public. Aujourd'hui, Philippe Maire contemple les photos de son château détruit avec nostalgie. Ça vous fait pas mal au cœur de retrouver ce château en photo et de vous dire qu'il n'en reste rien? Je vous dirais franchement qu'en fait, je n'ai jamais affiché ces photos à partir du moment où ça a été démoli, pour ne plus faire de cauchemars. Et il n'a pas fini d'en faire des cauchemars. Philippe Maire a tout de même restauré les dépendances du château. Elles sont classées depuis 1998. Les travaux lui ont coûté 300 000 €, mais il le regrette. Aujourd'hui, feriez-vous encore classer votre Je m'y opposerai. Et en effet, les subsides reçus en contrepartie de son classement ne lui arrivent qu'au compte-gouttes. En plus, il doit faire appel à une entreprise agréée par la région wallonne, plus chère que les autres. Résultat, les travaux de rénovation n'avancent plus. Le donjon. Eh bien, le donjon, lui, il faudrait aussi moins de 10 ans. Moins de 10 ans pour le refaire. Sinon, ça signifie quoi? Sinon, ça signifie que si ce n'est pas protégé, comme la toiture a énormément d'importance chez nous, puisqu'on n'est pas dans le Midi, eh bien, que tout redevienne comme le château qui a disparu. Vous n'avez pas envie de récidiver, là? Non, j'ai pas envie. Non, non. À force d'attendre, Philippe Maire a lui-même mis la main à la pâte. Ah, ça, vous avez refait vous-même, hein? Oui, donc il faut encore qu'elle soit traitée pour avoir la même couleur qu'actuellement. D'accord. Bon, pas réalisé dans les règles de l'art tout ça. Et c'est le moment de faire une pause, pour vous parler de ces règles. Pour ça, nous vous emmenons au cœur d'une autre preuve d'un patrimoine abandonné. Le gardien des règles, c'est la WAP. Retenez bien ce nom, car il va revenir souvent dans notre enquête. L'Agence wallonne du patrimoine décide de classer ou pas un bien en fonction de critères précis. Lorsqu'un bien est classé, son propriétaire reçoit des subsides. Mais en contrepartie, il doit le préserver pour les générations futures. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du patrimoine, les propriétaires reçoivent moins de subsides et ils ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et ce n'est pas le président de l'Association royale des demeures historiques qui nous contredira. Son association regroupe 1300 membres, tous propriétaires de biens d'exception. En gros, aujourd'hui, si une porte est défoncée et si une toiture est en train de percer, qu'est-ce qu'on fait? Réparez-la et payez-la vous-même, tout de suite. Et puis tant pis. Ça fait cher parfois aujourd'hui. Ça peut être cher aujourd'hui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, vous devez avoir des membres qui grognent aujourd'hui. Ben oui, oui. Et pourtant, le président est convaincu que subsidier un bien privé est une opération gagnante pour tous. Nous pensons qu'1 € investi
dans le patrimoine peut en rapporter 3 à la collectivité. Par le tourisme que cela provoque, l'ORECA, l'entreprise de construction elle-même, parce que, si vous voulez, le problème d'un bien d'exception, on dit bien exceptionnel, ça veut dire que ça représente des charges importantes et donc des travaux permanents. La Wallonie semble mal soutenir son patrimoine privé, alors qu'il pourrait être très rentable. Mais qu'en est-il du patrimoine public? Ces vieilles pierres qui appartiennent aux communes ou à l'État sont-elles mieux soignées? Vous allez le voir, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes à Fos-la-Ville, la ville des Chinelles, sa collégiale Saint-Feuillin, son hôtel de ville et son kiosque. Tiens, il est où le kiosque? Eh bien le voilà, mais dans nos archives. Le monument unique en son genre est classé depuis 1998. Il est surtout l'âme d'un folklore fossois qui remonte à la nuit des temps. Pas question ici d'un carnaval sans ce kiosque, puisque c'est dessus que se déroule le rondeau final des Chinelles et des clowns. Mais pourquoi ce kiosque a-t-il mystérieusement disparu? Pour le savoir, nous retrouvons certains clowns sur le socle de ce fameux kiosque. Ça fait 26 ans qu'on a, en dehors de la pandémie, fait toutes nos létarées sur cette place, où à chaque fois on monte avec 120 enfants sur ce kiosque, et où les enfants se précipitent pour monter, pour pouvoir danser, tellement ils sont heureux de le faire. Et pourtant, en février 2020, quelques jours avant le confinement, le bourgmestre décide d'abattre la partie supérieure du kiosque. Il nous en explique les raisons. Depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y avait une fragilité de ce kiosque. Et donc, chaque fois, on demandait à un ingénieur de stabilité de voir un peu ce qu'il en pensait. Et c'est vrai que dans le courant 2020, on s'est rendu compte qu'il y avait réellement un risque. Et là, on a dit, maintenant, moi, en tant que médecin, je ne peux pas prendre ce risque. Il faut absolument le démonter. Ce qui est important pour la ville de Fos, c'est de grandir, d'avancer avec son temps. On remarque qu'on a un kiosque qui est vieux, qui n'était pas fait pour perdurer. Il y a des projets qui sont en cours. Le conseil communal devra bientôt se positionner sur les projets des 2 places et après, on réintégrera la notion du kiosque. Et pourtant, une personne s'est battue pour le kiosque. Elle a même rassemblé une pétition de 800 signatures pendant le Covid. Marjolaine Dubois est conseillère communale dans l'opposition à Fos-la-Ville. Et elle n'a pas vraiment avalé la façon de faire de son bourgmestre. En fait, c'est vraiment le fait que tout ait été monté pour que tout passe, que ce soit caché en fait, et qu'on découvre par le biais de citoyens qui habitent la place le poteau rose, et que je puisse aller, moi, en tant que conseillère communale, fouiller dans les dossiers et me rendre compte en fait qu'ils ont menti de toutes pièces, qu'ils n'ont pas dit la vérité, qu'ils ont caché des documents. La WAP stipule clairement que le bâtiment n'est pas en ruine et qu'il ne peut en aucun cas être détruit, et elle propose des mesures conservatoires en vue d'une rénovation du bâtiment. Donc pour moi, ce sont des choix politiques qui n'ont que des considérations financières et qui ne prennent pas en compte l'intérêt patrimonial du bien, des bâtiments, de leur propre bâtiment, pour les céder aux générations futures. Ces documents, les voici. Il s'agit d'un projet de rapport de la WAP, le gendarme du patrimoine, transmis à la commune. Il stipule clairement que la stabilité du kiosque n'est pas mise en cause et que sa démolition ne peut avoir lieu. Toutefois, si la commune le juge utile et par mesure de précaution, la WAP ne s'oppose pas à condamner l'accès du kiosque. Quelques jours plus tard, sans suivre cet avis, la ministre Debu avalise la décision du bourgmestre. Quelques mois plus tard, la ministre va encore plus loin, elle fait déclasser le kiosque. Virgile Declercq est le président de la SBL Communauté Historia. Il est venu à la rescousse des Fossois car c'est un amoureux des vieilles pierres. Ce qu'il veut, c'est qu'on reconstruise le kiosque. Nous allons intervenir au Conseil d'État contre la décision de la ministre, donc contre la ministre, simplement parce que c'est une décision qui a été prise illégalement. Et après, on pense intervenir en première instance contre la commune pour réclamer la reconstruction du kiosque. Où va-t-on si on peut commencer à démolir du bâtiment et du bâtiment classé en toute illégalité? Face à ces attaques et questions, nous nous rendons chez la ministre du Patrimoine.
Quand vous avez un rapport qui est quand même, que le bourgmestre est vraiment très impacté ou très mobilisé pour la sécurité d'un bien, il y a effectivement un questionnement. Ce n'est pas une décision facile. D'ailleurs, ce site n'a pas été suffisamment entretenu. Et je l'ai fait savoir au bourgmestre et aux politiques, au conseil communal de Fos-la-Ville. Ce que je pense pour tirer les enseignements d'une situation comme ça, c'est à l'avenir, voire on est quand même toujours dans des situations d'urgence, mais à l'avenir, peut-être de mieux encadrer les analyses, les expertises qui concernent les bâtiments. En parlant d'encadrement, voilà ce que nous apprenons au hasard d'un entretien avec un permanent syndical du service public. Les agents de la WAP ont fait l'objet d'un recadrement sur ce dossier. Le rapport de l'agent, c'était négatif pour le déclassement, négatif pour la destruction, mais il y avait par contre le ministre qui a décidé que oui, il fallait déclasser, oui, il fallait démolir. Et puis après, qui a demandé aux agents de justifier la décision de démolir. Mais appelons un chat, vous parlez de Fos-la-Ville. Vous parlez du kiosque de Fos-la-Ville. Je parle du kiosque de Fos-la-Ville, où effectivement, l'avis est étonnant. On dit ça, étonnant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un agent qui a été mis sous pression dans le cas du kiosque de Fos-la-Ville. On leur dit voilà où il faut arriver et faites un peu de sophisme et trouvez une analyse qui répond aux besoins politiques. Alors que répond la ministre à ces accusations de pression exercées sur son administration? Nous l'avons recontactée par Internet. Bonjour. Mais je comprends à la frustration de certains agents de la WAP par rapport à des conclusions d'un rapport qui ne serait pas celle qui se retrouvent dans mes décisions. Mais fondamentalement, je tiens vraiment à souligner la qualité de leur travail, à dire aussi que j'ai une latitude dans mes décisions et que en aucun cas, on oriente les décisions, puisque j'ai de toute façon la latitude de prendre moi-même une décision. Si à Fos-la-Ville, il reste encore peut-être un peu d'espoir, dans d'autres villes, le mal est fait. Tournai, province du Hainaut. Cette ville a tout pour plaire, mais visiblement, les autorités ne savent pas quoi en faire. Son histoire pourtant est incroyable. Childéric, le père de Clovis, en avait fait sa capitale mérovingienne. Elle aurait pu devenir Paris, le saviez-vous? Sa cathédrale aux 5 clochers et son beffroi sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Mais bizarrement, ici, le patrimoine semble vu comme une gêne plutôt qu'un atout. Pour nous éclaircir les idées, rien de tel que de demander un petit topo à l'Office du tourisme. Oui, bonjour. Je viens pour passer la journée à Tournai et en fait, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à voir. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Alors, par exemple, ici, nous avons la cathédrale qui est juste ici. Oui. Il y a le beffroi, malheureusement, vous ne pouvez pas monter parce qu'il est en rénovation. Ça, par exemple, le pont, là, on sait le voir? Oui, en fait, il est également en rénovation, donc il y a des échafaudages, etc. Mais vous pouvez toujours voir la structure. Donc, petit récapitulatif. Le beffroi, fermé. La cathédrale, en travaux. Le musée des Beaux-Arts conçu par Horta, la tour Henri VIII, fermée. Le musée archéologique et le pont des Trous, emblème de la ville, en travaux. Tout ça demande une petite explication que nous allons chercher à l'hôtel de ville, chez le bourgmestre. L'équipe s'est baladée dans Tournai et j'ai fait des photos. Aïe. J'ai fait des photos et donc voilà, j'ai photographié le pont des Trous qui est en plein travaux. Un travaux, oui. Un gros dossier, le pont des Trous. Le voici avant sa destruction. Pendant 1200 ans, cette porte d'eau érigée au 8e siècle, unique en Europe, a tenu bon. Seuls les bombardements de 40-45 en étaient en partie venus à bout. Reconstruit à l'identique, voilà que 80 ans plus tard, pendant l'été 2019, le pont est abattu pour de bon. Il faut l'élargir pour laisser passer des bateaux de plus gros tonnage. Nous voyons notre patrimoine déjà et puis notre jeunesse partir dans l'eau. 2 ans plus tard, certains n'ont toujours pas digéré. Aujourd'hui, le pont succombe à un choix politique.
un choix politique qui est un choix économique. Hein. Voilà. Il y avait une autre solution possible que la solution extrême qui est celle-ci. Hein. Et c'était quoi cette solution? Et c'était le contournement. L'idée donc était de creuser un canal qui passe à côté du pont. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le contourner? On a parlé d'un petit élargissement, on a parlé d'un grand élargissement avec bien évidemment des tableaux financiers à l'appui et des montants relativement astronomiques. Et aussi le fait que tous ces petits ou grands élargissements faisaient en sorte que toute une série de maisons auraient dû être expropriées. Là on parlait de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, ça n'est rien du tout. Songez à ce qui s'est déversé sur Liège, sur Mons, sur Charleroi, sur Namur. Pendant les 15 dernières années, c'était rien du tout. Et quand on vient nous dire qu'il fallait exproprier des tas de maisons et de particuliers, c'est tout à fait faux. Il n'y avait qu'une maison à exproprier, et encore, elle appartenait à une grosse société. Et pour le reste, ce sont des terrains industriels. Et Charles Deligne n'en revient toujours pas qu'un monument classé soit détruit. En 1991, on a classé le pont dans son ensemble, les deux tours bien sûr, mais aussi les arches. Le pont des Trous en tant que tel n'était pas classé, mais donc il y a effectivement dans ce dossier, comme je l'ai dit dès le départ, un peu de politique politicienne qui est vraiment assez dommageable. Alors qui a tort? Qui a raison? Nous avons retrouvé un arrêté de la région wallonne et celui-ci atteste que le pont des Trous est entièrement classé. Aujourd'hui, le nouveau pont prend forme et à vue de nez, il n'a pas du tout la même allure que le précédent. Le problème, c'est que quand on regarde cet édifice, qu'est-ce qu'on constate? C'est des arches qui sont disproportionnées. Une courtine qui va être totalement réduite à peau de chagrin et le caractère monumental, le caractère architecture militaire qui va laisser place à une architecture fantaisiste d'un mauvais film de série B. Le bourgmestre, lui, reste convaincu. Je pense que quand tout sera reconstruit, c'est vraiment un dossier où d'aucuns vont se dire mais est-ce que tout ça valait bien la peine? Je pense que le nouveau pont des Trous qui va avoir lieu, ce sera un plus pour la ville, très honnêtement. Si le bourgmestre est convaincu, nous n'allons pas le contredire. Mais l'est-il aussi pour d'autres dossiers? Alors je suis allée à la tour Henri VIII. Oui. Et là j'ai appris que c'est un chantier qui a presque 30 ans. Tout à fait. Je ne sais pas s'il a presque 30 ans, mais c'est en tout cas un sale dossier. Pendant longtemps, la tour Henri VIII, seul vestige de l'occupation anglaise à Tournai, a abrité les collections du musée d'histoire militaire. Aujourd'hui, c'est pourtant dans un hôtel particulier de Tournai que nous les retrouvons. Un espace temporaire depuis 2000 et qui a tendance à durer. Nous retrouvons Charles Deligne, très mécontent encore, car il est l'actuel conservateur du musée d'histoire militaire. Pas simple de gérer des collections muséales à Tournai? Très difficile, parce qu'on a vraiment la désagréable impression que le patrimoine n'est pas considéré comme une chance, qu'il est considéré comme une charge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très attristant et très frustrant et à la longue démotivant. Il nous explique que le repli dans ces locaux temporaires était obligatoire. La situation était devenue intenable. Les infiltrations d'eau étaient telles que l'eau, passez-moi l'expression, mais dégoulinait sur les murs. Le taux d'humidité était tel que tout le matériel exposé rouillait. Ça vous met en colère? Oui, franchement, oui. D'ailleurs, si je n'étais pas en colère, je ne vous parlerais pas. Charles Deligne peut-il espérer un jour faire réintégrer son musée dans son écrin? Rien n'est moins sûr. Dans un premier temps, mon objectif prioritaire est de la restaurer, donc restaurer en tant que tel le bâtiment, mais à l'intérieur, je ne vais pas vous mentir, il y a 36 000 projets, mais il n'y en a pas un qui a actuellement la priorité des priorités. Ma priorité, c'est de faire en sorte qu'on puisse à nouveau voir ce bâtiment et qu'on puisse y travailler pour faire en sorte que justement, il ne se dégrade plus. Et donc, pas de musée militaire dans la tour Henri VIII. On a vu aussi une autre curiosité, c'est le musée archéologique Le Mont-de-Piété. Il n'y a pas très belle allure, il faut quand même le dire. Le Mont-de-Piété, c'est véritablement un
Un papier collant qui colle aux doigts de toutes les personnes qui sont passées à ma place ici depuis une éternité. Effectivement, le musée archéologique le voici. Depuis des décennies, il attend une sérieuse rénovation. Propriété du CPAS, son bâtiment est occupé par le musée et loué par la ville pour €1 symbolique. En ce moment, il est cerné par les travaux des bâtiments avoisinants. Nous pénétrons dans une demeure datant de 1622, de style Renaissance espagnole. C'est Marilyn, une bénévole qui nous guide. Elle nous emmène dans les greniers. Alors ça, c'est votre toiture. Voilà, la charpente, qui est également d'époque. Attention, hein. Oui, attention, oui. Vous avez... Et vous voyez les différentes sections. Donc au total, il y en a 12. Mais on fait véritablement pourrir sur pied ce bâtiment. Ça se passe de commentaires? Oui, la parole est superflue. La charpente du XVIIe est une véritable éponge. L'odeur d'humidité rivalise avec la fiente de pigeon. Tout le monde le sait, sans toit, un bâtiment ne survit pas. Nous descendons dans les salles d'exposition. Et ce n'est pas mieux. Ici, c'est la section préhistoire. Et vous voyez un peu dans quelles conditions nous devons travailler. Regardez les murs. Vous voyez les coulées d'eau. Je n'ose pas écarter la tenture parce que les fenêtres ne sont pas en bon état. Ouais. C'est un véritable écrin qui est en train de disparaître et de mourir si on ne fait rien. Nous sommes pourtant dans un bâtiment classé qui abrite de surcroît un trésor retrouvé dans les tombes proches de celles de Childéric. Vous vous souvenez? Le père de Clovis. Le patrimoine archéologique ici est exceptionnel, comme ce sarcophage en plomb du IVe siècle, ou encore ces bijoux. Mais de l'aveu même de notre guide... Pour employer un terme à la mode, la muséographie est ringarde, tout simplement. Il faudrait quand même la rendre beaucoup plus dynamique. Et on a des idées, manque les moyens. Et le bourgmestre aussi des idées, il en a. La première, c'est que je souhaiterais dans un premier temps, et j'ai une piste de solution très rapide, c'est de faire déménager ce musée d'archéologie dans un endroit, dans un autre endroit. C'est difficile parce que à l'heure actuelle, ce musée est situé dans une rue où le parking n'est pas très important, il est décentré, etc., etc. Ce qui me permet après. Le bâtiment n'appartient pas à la ville mais au CPS, mais on est sur la même longueur d'onde tant le CPS que l'administration communale. Après, ça me semble peut-être plus facile d'aller avec des investisseurs ou éventuellement nous voir ce qu'on peut faire. Ok, en résumé, exit le musée et on transforme le mont-de-piété avec l'aide d'un investisseur privé. Nous retrouvons Marilyn dans le jardin arrière du musée et elle ne comprend pas. Serait-ce possible ? Nous sommes à 2 pas du parking de la Maison de la Culture et la rue Perdue se trouve là derrière nous avec un parking souterrain. Donc je ne comprends pas. Si Marilyn nous a emmenés dans le jardin, c'est parce que lui aussi recèle un trésor archéologique complètement à l'abandon. C'est un trésor caché que vous nous montrez. Tout à fait. Et voilà, je retire le lierre pour vous montrer quelques petits trésors qui sont enfouis sous la végétation et qu'on aimerait quand même valoriser, des pierres de l'époque romaine et moyenâgeuse. Oui, on voit des créneaux. Hein. Oui, on voit les créneaux, on voit une porte d'entrée avec une herse. Bon, voilà. Enfin... Bon, il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas arracher tout le lierre. Comment sommes-nous arrivés là? C'est le moment de rencontrer la conservatrice du musée qui nous évoque les responsabilités partagées de la ville et du CPAS. Mais j'ai l'impression parfois qu'on se renvoie la balle et qu'on a laissé se désagréger une situation. Comme disait un des employés ici, on est plus habitué à travailler avec une planche et un pot de colle qu'autre chose. On a toujours fait, on a masqué les misères. Ce musée vit davantage par les bénévoles qui viennent donner un coup de main que par les coups de main qu'on peut recevoir parfois de la ville. Et pour avoir des gens compétents, il faut y mettre l'argent aussi. En Flandre, pour ce qui est de la culture, on sait mettre l'argent nécessaire. On a traversé le pays pour s'en rendre compte. Nous sommes à Tongres. Une statue du chef gaulois Ambiorix trône sur la Grand Place. De toute évidence, ici, on est fiers de son histoire.
Un peu plus loin, le musée gallo-romain. Ces collections permanentes proviennent aussi des fouilles archéologiques réalisées dans la région, mais avec la poussière en moins. La différence de muséographie saute tout de suite aux yeux, et ça marche. Vous avez une idée de la fréquentation de votre musée par an? On a un nombre de visiteurs moyenne de 100 000 visiteurs par an. C'est beaucoup. Comment expliquez-vous ce succès? Le musée est très accessible pour les enfants, pour les adultes, la scénographie, les textes. On fait tout pour mettre en valeur les objets. Donc apparemment, c'est ça le succès du musée. Incroyable, c'est plus que la fréquentation de l'ensemble des musées tournaisiens qui additionnait en 2019 80 000 entrées. La ville de Tongres draine chaque année 1 million de visiteurs. Alors Tournai ne passe-t-elle pas à côté d'une mine d'or ? Ce n'est déjà pas facile en Wallonie de gérer le patrimoine, mais quand des promoteurs privés s'en mêlent, ça se complique sérieusement. À certains endroits, on fait du moderne, quitte à sacrifier l'ancien. Nous arpentons les rues de Nivelles pendant les journées du patrimoine. Notre guide nous emmène à l'église Saint-Jean et Nicolas du couvent des Récollets. Au beau milieu d'une visite patrimoniale, l'enjeu économique va surgir tout à coup. Un membre de l'ASBL, les Amis des Récollets, interrompt notre guide pour nous expliquer qu'une partie du couvent est vendue à un promoteur. Alors oui, effectivement, la partie en face de vous, là, qui est le sud, ainsi que la partie le long de la rue de Charleroi a été rachetée par le promoteur Alexandre, ainsi que tout le parc qui se trouve jusqu'à fleur de la rue de Saint. Et donc malheureusement, ils envisagent une transformation lourde, si pas un abattage quasi complet. Et donc on a, depuis des années, nous procédons à la défense de cet environnement magnifique. Mais j'espère que ça ne se fera pas. Et vous avez toutes les affiches de notre combat. Et comme le dit ce monsieur, c'est quand même un imbroglio incroyable. Ils veulent complètement transformer. Oui, or, c'est historique. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. D'abord propriété de la régie des bâtiments, et ensuite de la ville de Nivelles qui ne sait pas quoi en faire, le couvent des Récollets est revendu en 2014 au promoteur immobilier Lixon. Il veut y aménager des appartements de standing. Les voisins s'inquiètent et ils sont justement réunis ce jour-là à une fête de quartier. Finalement, on confie un mandat à des politiciens qui sont là pendant 4 ans, pendant 8 ans, mais sont là de passage. Ils vont devoir gérer un patrimoine qui leur est confié, qui existe depuis des centaines d'années. Et de quel droit on s'arroge le droit de mettre à sac ce type de monument alors que ça a énormément de valeur. En 2019, 3500 personnes, parmi lesquelles Karine, ont signé une pétition pour classer le couvent des Récollets. Mais la ministre de Bulle l'a rejeté. Les Amis des Récollets ne se sont pas lancés seuls dans cette bataille. Ils ont une alliée de poids, Europa Nostra. Cette ONG défend farouchement la sauvegarde du patrimoine culturel, particulièrement dans les travées du Parlement européen. Son directeur en Belgique n'est autre que l'ancien patron de Beaux-Arts. Je pense que le couvent est dans la ville d'abord le seul symbole réellement d'une période très importante qu'est l'Ancien Régime. Et c'est aussi le seul grand couvent qui est encore, qu'on dit, complètement dans son jus. Et c'est important de garder ce type de patrimoine parce qu'il est cohérent, il est important dans la géographie, la topologie de la ville. Mais la ministre de Bulle n'en démord pas. Elle défend farouchement le projet immobilier et nous voulons en savoir plus sur ce projet. Alors nous prenons rendez-vous avec la patronne de Lixon sur un des chantiers de la société. La ville n'avait plus les budgets et n'avait plus de projet pour en faire autre chose. Elle l'a donc vendu. Et nous, le but est bien de le reconvertir en logement. Ça implique des choses. Donc il y a notamment 2 ailes qu'on veut vraiment rénover en gardant leur âme, c'est-à-dire qu'on garde leur façade, qu'on garde leur structure. Par contre, vu qu'avant c'était un tribunal, eh bien on doit quand même faire une rénovation en profondeur de l'intérieur et pour y mettre du logement. Et de facto, qui dit logement, dit terrasse, balcon. Et donc là, on va ponctuer un peu la façade de nouveaux éléments. Vous allez quand même abattre une aile, une partie d'une aile.
Alors 2 des 3 ailes vont être rénovées avec leur façade actuelle mise en harmonie avec le reste de la fabrique d'église. Et c'est vrai que la 3e aile va devoir être vue plus en profondeur. Comprenez que la 3e aile sera bien abattue, puis reconstruite de façon contemporaine. Mais au lieu d'un toit en pente, ce sera un toit plat. Difficile de préserver l'harmonie architecturale du couvent dans ces conditions. Une harmonie qu'Europa Nostra défend farouchement, mais à aucun moment, l'Ixon ne lui a permis d'entrer dans le débat. Vous êtes toujours prêt à accueillir les experts d'Europa Nostra? Alors nous, on travaille avec les autorités, l'agence wallonne, les riverains, et donc c'est important du coup d'avoir un dialogue de A à Z. Il faut savoir qu'on a commencé déjà en 2018 les premières discussions, qu'on a revues de fond en comble le dossier à plusieurs reprises. Et Europa Nostra n'en fait pas partie? On a consulté beaucoup de gens. Europa Nostra semble décidément de trop dans ce débat. Elle a plusieurs fois demandé à visiter le couvent des Récollets, mais a toujours trouvé porte close. Son directeur ne désespère pas. Il a proposé la candidature du couvent des Récollets sur une liste européenne des 7 monuments les plus en danger. Là, nous espérons que grâce à cette démarche citoyenne de dialogue, on pourrait quand même, conditionnel, se remettre à table avec tous les interlocuteurs pour pouvoir trouver quand même une solution sur le projet, aussi éventuellement dans un partenariat privé-public. Je ne laisse pas cet élément d'or. C'est le moment pour nous de demander quelques explications à la ministre du Patrimoine. Ce qui importe dans ce type de projet, c'est dialoguer, c'est se mettre autour de la table et c'est se dire comment ce bien, auquel on est tous attachés, et moi aussi je suis attachée à ce bien, puisque vous évoquez le site des Récollets, comment peut-on faire pour lui donner une nouvelle vie? Pourquoi pas alors avec Europa Nostra? Mais Europa Nostra a son rôle et joue son rôle, et je respecte tout à fait son rôle, mais nous avons aussi l'Agence wallonne du patrimoine qui est tout à fait habilitée, et elle le fait pour tous les projets, pour les biens qui sont classés, bien sûr, où là il y a des procédures particulières, mais en tout cas ici, dans le cadre de la procédure et du contexte légal dans lequel on se trouve, c'est l'interlocuteur pour tous les dossiers, quels qu'ils soient, c'est l'Agence wallonne du patrimoine, et elle est tout à fait consciente et mobilisée, en tout cas, dans cet objectif-là. Mais encore une fois, l'avis de la WAP n'est-il pas téléguidé? Cet agent a accepté de témoigner anonymement. Vous allez l'entendre, il dénonce les pressions exercées sur lui pour qu'il ferme les yeux sur les agissements des promoteurs. On est un peu démunis face aux promoteurs. On doit essayer de négocier avec le fonctionnaire délégué, l'aspect urbanisme pour protéger certaines parties, mais dans la majorité des cas, on n'arrive pas à préserver le patrimoine. C'était le cas à Liège, c'est le cas à Nivelles, c'est le cas à Mons. Et bon, si on remue un peu trop les questions juridiques ou du patrimoine, on reçoit des consignes de la hiérarchie pour qu'on n'aille pas plus loin, parfois même du cabinet, ou parfois même de la ministre, pour qu'on accepte tout ce que le promoteur immobilier nous impose. Là encore, nous avons rappelé la ministre. Et sa réponse ressemble beaucoup à celle apportée pour le dossier du kiosque de Fosse-la-Ville. Le rôle d'une administration, c'est de proposer des recommandations, des conclusions dans le cadre d'un rapport ou d'une décision. Et le rôle d'un ministre, c'est de prendre une décision. Et donc, je dois vraiment vous confirmer que je suis très souvent l'avis de mes administrations. Il arrive parfois que cet avis soit différent parce que j'ai une approche peut-être dans un contexte différent, plus global. Ça fait plusieurs fois que nous vous parlons de la WAP, l'Agence wallonne du patrimoine. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Créée récemment, en 2018, elle est le résultat de la fusion de l'Institut du patrimoine wallon et de l'administration du patrimoine. Mais la greffe ne prend pas, et surtout, ces agents se disent victimes de pression de la direction et du cabinet. On nous a annoncé la WAP comme une belle machine transparente, transversale. Ça allait être fluide et ça allait aller tout seul, mais il n'y a rien qui fonctionne. Depuis que la WAP a été créée, il y a des burn-out, il y a des personnes qui se mettent en retrait, des personnes qui prennent des pauses carrière, soit à mi-temps, soit à temps plein bientôt. Cette notion de service public, c'était quelque chose de fondamental pour énormément d'agents de la WAP. Et je pense que la grosse déprime, elle vient aussi du fait que ça se perd véritablement. Une démotivation totale et aucun suivi de la hiérarchie, que ce soit la hiérarchie directe, que ce soit à la tête de l'administration, qui est bien au courant de tout ce qui ne va pas, ou même au niveau de la ministre.
Pour y voir plus clair, nous sommes allés frapper à la porte de la WAP. Un nouveau manager y est arrivé depuis moins d'1 an. Mais son discours tranche singulièrement avec celui de ses agents. Aujourd'hui, nous parlons projet. Nous parlons effectivement relation avec les usagers. Nous parlons, en plus le Covid étant passé, conférence internationale. Nous parlons très peu de « je suis pas bien, je me sens mal ». Non, on est plus aujourd'hui vraiment dans des projets. Donc, mon sentiment est non. Maintenant, on reparle du patrimoine. Lorsque nous abordons le problème de la politisation de son organisme, il réfute aussi en bloc. Je n'ai, dans mes 5 mois d'expérience, pas cette impression de politisation. Jamais dire la ministre ou les membres du cabinet ont dit « tu dois faire ça ». Ou sur ce dossier, vous avez pris telle décision par des experts reconnus et on ne nous a jamais dit « pas question de cette décision ». Nous sommes suivis. Mais son malaise monte d'un cran lorsque nous lui montrons ce document. Il recense les bâtiments classés de 1914 à 2018. Comment vous expliquez ça, cette baisse considérable de nombre de biens classés? Oui, ok, je vois la courbe. Ouais. Hein, donc, vous pouvez la prendre. Hein. Oui. Donc, ce qu'il y a au fur et à mesure du temps, on a défini clairement les critères. Et les critères qu'on utilise aujourd'hui sont des critères qui sont utilisés. Alors, je ne sais pas vous dire précisément hein, la date précise où ça commence à être utilisé, mais ça fait une dizaine d'années. Et donc, est-ce que l'objectif de ces critères était de classer moins? Non, je ne pense pas. Ça a été, à un moment donné, de bien définir les choses partout. Et comme il n'est pas tout à fait satisfait de sa réponse, il nous en apporte une autre. Il y a probablement aujourd'hui moins de biens à classer que ce qu'il y avait au début où on a commencé les classements. Oui. Voilà, une autre explication. Il veut donner une image d'efficacité, mais les chiffres disent l'inverse. 4300 biens sont classés jusqu'à présent en Wallonie. Mais aujourd'hui, lorsque nous demandons l'avis à l'un des agents de la WAP, presque plus rien ne se classe. Il y a 1 bien, maximum 2 par an qui sont classés, et apparemment c'est encore de trop parce que dans les prochaines années, il n'y aura plus de classement. Il n'y a aucune culture du patrimoine en Wallonie, et le politique considère que le patrimoine est un frein à l'économie. Donc ils veulent se débarrasser du patrimoine pour pouvoir plus facilement démolir les bâtiments qui ont un intérêt patrimonial pour faire du non qualitatif, mais qui est plus rentable économiquement. Mais comment voyez-vous l'avenir dans un secteur qui paraît à première vue complètement bouché? Je pense qu'actuellement, nous n'avons pas d'avenir au niveau du patrimoine. On a nommé un nouveau manager à la tête de l'institution qui est plutôt un liquidateur, qui est là pour faire des économies, pour encore faire des coupes dans le budget, pour encore réduire le personnel. Je pense qu'on va devenir une petite administration qui valide les choix des politiques et des promoteurs. Est-ce que ça résume la façon dont la Wallonie gère son patrimoine? Allons voir maintenant ce qui s'est passé pendant les inondations de l'été dernier. Le dépôt archéologique de la WAP est inondé à 2 reprises à Saint-Servais, près de Namur. Il abrite 50 ans de fouilles archéologiques en communauté Wallonie-Bruxelles. 250 000 pièces sont noyées dans la boue. Tout un symbole. Plusieurs mois plus tard, nous retrouvons les équipes de la WAP dans une caserne sur les hauteurs de la ville. Elles s'activent toujours, soutenues par des bénévoles. Tous nettoient et sèchent des tonnes d'objets archéologiques. 013 652. Ici, il nous reste, on va dire plus ou moins 1 an et demi quand même de travail, puisqu'on a encore des dizaines et des dizaines de palettes remplies de caisses avec de la boue à traiter, oui. Au niveau émotionnel, comment avez-vous ressenti ce qui s'est passé? Ça aussi, c'est une excellente question. C'est 10 ans de travail pratiquement, de gestion de collection, de traçabilité, de prise en charge de conservation des objets.
c'est sûr que c'est compliqué, c'est difficile à gérer. En même temps, si on se pose et qu'on se pose trop de questions à ce niveau-là et qu'on se laisse envahir, ça n'avance pas. Ici, moi, j'ai des objectifs et puis le but, c'est de les atteindre. J'essaye de ne pas trop me poser pour ça. Voilà. Et on la comprend. Il n'empêche, nous nous interrogeons sur la localisation du dépôt inondé et nous ne sommes pas les seuls. Myriam Serck de Wed est restauratrice, ancienne directrice de l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, et membre du Bouclier Bleu, une sorte de Croix-Rouge du patrimoine. Ces membres sont venus à la rescousse de la WAP dès les premiers jours. Elle nous montre une photo prise au dépôt archéologique de Saint-Servais. Et vous voyez que le bâtiment surplombe une petite rivière qui va se jeter plus loin dans la Sambre. On ne peut pas ignorer qu'il n'y avait pas un risque d'inondation avec une rivière qui passe juste à côté, contre le mur des caves, alors. Tout à fait. Et donc les réserves sont juste à côté d'une rivière. Exactement. C'était donc prévisible. Les équipes du Bouclier Bleu ont aussi observé sur place quelques incohérences de gestion lors de la première inondation. Certains collègues ont suggéré qu'il fallait plus ventiler et qu'il fallait évacuer un maximum de caisses. Toutefois, la réponse a été « on gère ici ». Donc rien n'a été évacué et malheureusement, fin juillet, une deuxième inondation a tout submergé. Cette fois, 5 étages de caisses ont été mouillés et ceux qui avaient été soignés déjà la première fois sont repartis dans la boue. Il y a donc eu une erreur de gestion de crise, on peut dire à la base. Pour moi, oui. Nous n'avons eu aucun mal à retrouver la carte des zones inondables. Le dépôt de Saint-Servais se trouve clairement au mauvais endroit. Nous nous sommes aussi procuré le contrat de location signé entre la WAP et le propriétaire du dépôt. Les produits appartenant à l'une des catégories suivantes ne peuvent être entreposés: fourrures, bijoux, objets d'art, pièces de collection ou biens irremplaçables. Nous décidons donc de soumettre ce document au directeur de la WAP. Il est clairement dit dans le contrat de location que les pièces irremplaçables ne peuvent pas être déposées. Je vous le montre, parce que... Et vous l'avez même surligné, comme ça je ne veux pas lire toute la page. Voilà, exactement. Oui. Et votre question? Mais je ne comprends pas pourquoi on a choisi ces locaux. Là aussi, c'est un choix, je veux dire, qui a été fait. Donc, à un moment donné, les raisons du choix, et oui, aujourd'hui, on peut dire que ça a été inondé 2 fois. Ça ne l'avait pas été avant. Et moi, j'ai envie... Voilà, critiquer le passé, ça ne va pas nous sauver nos artefacts aujourd'hui. Et donc, on a préféré mettre notre énergie à la conservation de ces artefacts, les mesures d'urgence, la mobilisation qu'il y a eu autour de nous. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on va tirer les leçons du passé. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche, effectivement, d'un nouvel endroit où on tiendra compte, bien sûr, de je veux dire, des éléments naturels. Étrange. Dans une maison qui a pour rôle de défendre notre histoire, son directeur préfère se tourner vers l'avenir. La ministre pense-t-elle aussi comme ça? Moi, j'ai pris mes fonctions en septembre 2019, donc on était bien conscient qu'il fallait envisager une autre localisation. Chaque crise, qu'elle soit sanitaire ou maintenant la crise aux inondations, elle a des opportunités. C'est une opportunité de rebondir et de, pour l'avenir en tout cas, définir un site définitif. Le contrat de location date de 2017, bien avant l'arrivée de la ministre de Bu. Reste à gérer ce beau gâchis, dont acte. Dans nos rencontres avec les professionnels du patrimoine, le nom de Robert Collignon, ancien ministre du patrimoine et ministre-président de la région wallonne, revient toujours sur les lèvres. De l'avis de tous, il est celui qui a jeté les bases de la politique patrimoniale wallonne. Nous le retrouvons à la Pédieu à Amay, où justement l'on forme au métier du patrimoine.
Il est évident que le château de Bouillon demeure un endroit emblématique par rapport aux croisades. Et il est évident que Tournai demeure un endroit emblématique. C'est quand même l'endroit qui est né, qu'on a retrouvé le tombeau du papa de Clovis, Childéric. Et on peut comme ça multiplier les endroits où il y a matière à être fier de sa région. J'ai parfois le sentiment que la Wallonie se résume à un certain misérabilisme qui a été mis en évidence en diverses occasions, ou bien alors, lorsqu'il y a des fêtes de Wallonie, ça se résume au péquet. C'est pas ça, la Wallonie. La Wallonie, c'est pas uniquement le péquet, c'est pas le misérabilisme. C'est également beaucoup de gens qui ont apporté, non seulement à leur région, mais qui ont eu une notoriété internationale. Aujourd'hui, notre patrimoine est menacé, quand il n'est pas carrément à l'état de friche, objet de la curiosité des urbex, ces explorateurs de ruines et de bâtiments abandonnés. Pour ne pas en arriver là, notre patrimoine a furieusement besoin de soutien financier. Mais comment fait-on quand on n'a pas d'argent? Nous sommes allés pêcher quelques idées en France. Le patrimoine y est très riche et on n'y manque pas d'idées pour le soutenir. Nous nous rendons au sud de la Loire pour y découvrir un château digne de la Belle au bois dormant. Construit au XIXe siècle, le château de la Motte-Chandonnier est incendié en 1932. Depuis, la nature y a repris ses droits. C'est des arbres qui ont une bonne cinquantaine d'années. En fait, ils sont restés plus petits parce que leur maison ne leur permet pas d'être plus gros. Et en fait, il y a cette symbiose, cette bienveillance entre nature et château qui se répond. C'est-à-dire que les arbres protègent le château des intempéries et le château protège des arbres aussi des intempéries. Donc voilà, c'est un mariage parfait. Et je pense que si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu faire aussi bien. La rénovation soutiendra cette symbiose entre nature et vieille pierre. Ce n'est pas la seule singularité du château. Il est aussi le premier au monde à avoir été sauvé grâce au concept de l'achat collectif imaginé par la start-up d'Artagnan. On a proposé aux internautes ici à la Motte d'investir un minimum de 50 € pour détenir au moins une part du château. Donc on a fait quelque chose de très grand public en essayant d'essayer de toucher le plus de monde possible. Et cette initiative nous a permis de fédérer environ 20 000 actionnaires dans 110 pays. La start-up d'Artagnan a récolté plus d'1 600 000 € grâce à ce crowdfunding. Les travaux ont commencé et puis surtout, un élan a été créé. Finalement, on a certainement créé des vocations. Et moi, quand je vois qu'il y a des jeunes qui ont 18 ans, qui ont une part, quand je vois qu'il y a des parents ou des grands-parents qui ont acheté des parts pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, je me dis voilà, on a gagné. Et quel plus bel exemple que de dire qu'un château comme la Motte-Chandonnier appartient à des milliers et des milliers de personnes. Je pense que c'est un exemple parfait, en tout cas de la vision qu'on porte chez nous de ce que doit être et de ce que est le patrimoine. L'exemple de la Motte-Chandonnier s'est multiplié un peu partout en France. Le patrimoine est désormais là-bas l'affaire de tous. Nous n'en avons pas fini avec la France. Nous avons pris rendez-vous à Paris avec Stéphane Bern. L'animateur de Secrets d'Histoire s'est vu confier une mission par le président de la République en personne. Il y a 4 ans, il a créé en partenariat avec la Française des Jeux un tirage spécial du loto exempté de taxes. Tous ces bénéfices sont dédiés à la préservation du patrimoine. Le loto du patrimoine a pu rassembler 135 millions d'euros et sauver 300 monuments. Mon but est simplement de dire aux gens, écoutez, on a toujours eu des Américains pour venir sauver notre patrimoine, et si on le faisait nous-mêmes avec notre loto, et on s'en sert, et ça a bien marché. Donc, puisque les gens ont gratté, ont acheté des tickets, enfin ça a bien fonctionné. Je vous dis, plus de 300 monuments ont été sauvés, on en a encore quelques 300 à sauver là. C'est notre identité. C'est quand les langues se taisent, parce qu'on n'apprend plus l'histoire, les pierres parlent encore. Elles nous racontent notre histoire. Ensuite, c'est parce que c'est de l'art et de la culture à portée de main. Où que vous soyez dans le pays, vous avez quelque chose, pas très loin, à moins de 100 mètres de chez vous, qui vous raconte une histoire qui vous plonge dans la grande histoire. C'est une église ouverte qui vous apporte de la beauté, un vitrail, une sculpture, n'importe, une peinture, peu importe. C'est de l'art et de la culture à portée de main. Et pour tous, et souvent gratuitement. À l'image de ce château de Méan abandonné depuis longtemps et pourtant classé, faudra-t-il attendre que notre patrimoine tombe en ruine pour que nous venions à son secours ?